Pourquoi ce parasite est-il là? Fous le camp. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je suis resté figé dans l'embrasure de ma propre maison de plage, mon sac de week-end toujours sur l'épaule, fixant mon beau-frère. Son visage était tordu de mépris, son doigt pointé vers moi comme si j'étais une intruse indésirable. Derrière lui, je pouvais voir ses parents, ses 2 frères, et ce qui ressemblait à de la famille élargie étalés sur mes meubles, buvant dans mes verres, leurs chaussures retirées sur mon tapis blanc. Je m'appelle Claire, et j'ai 32 ans. Je travaille comme biologiste marine à Charleston, en Caroline du Sud, où j'ai passé la dernière décennie à bâtir une carrière dont je suis fier. La maison de plage où l'on me hurlait dessus n'était pas n'importe quelle propriété. C'était la mienne. Je l'avais achetée il y a 3 ans avec l'argent que j'avais économisé et investi avec soin, une récompense pour des années de travail acharné et de sacrifice. Elle était située juste sur la côte près de Myrtle Beach, à 2 heures de route de Charleston, et c'était mon sanctuaire. Mais en regardant le visage furieux de mon beau-frère, on aurait cru que j'étais celle qui s'introduisait sans permission. « Excusez-moi » ai-je réussi à dire, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. « Tu m'as entendu » a-t-il claqué. Il s'appelait Kevin, et il était marié à ma sœur aînée, Jennifer, depuis 5 ans. Nous avons une réunion de famille ici. Personne ne t'a invité. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. Kevin, c'est ma maison. J'en suis la propriétaire. Ouais, eh bien, Jennifer a dit qu'on pouvait l'utiliser ce week-end, a-t-il rétorqué, les bras croisés sur la poitrine. Alors à moins que tu ne veuilles gâcher le bon temps de tout le monde, tu devrais partir. J'ai regardé par-dessus son épaule, cherchant ma sœur. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine, les yeux rivés sur son téléphone, refusant de croiser mon regard. Elle savait. Elle savait absolument que je prévoyais de venir ici ce week-end parce que je le lui avais mentionné il y a tout juste 2 jours lors du dîner d'anniversaire de notre mère. Elle avait souri et hoché la tête, m'avait dit de passer un bon moment, puis avait apparemment distribué des clés à toute la famille de Kevin comme s'il s'agissait d'une location de vacances. Jennifer, ai-je appelé, ma voix coupant le bavardage de la famille de Kevin. Pouvons-nous parler? Elle a finalement levé les yeux, son expression soigneusement neutre. Claire, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Tu es toujours si occupée par le travail. Je t'ai dit que je venais. J'ai spécifiquement dit que j'avais besoin de ce week-end pour décompresser. Elle a haussé les épaules, un geste si désinvolte qu'il m'a fait bouillir le sang. Eh bien, la famille de Kevin avait besoin d'un endroit où loger, et cette maison reste vide la plupart du temps. Je me suis dit que ça ne te dérangerait pas. Tu t'es trompé. Kevin s'est approché, la mâchoire serrée. Écoute, nous avons 15 personnes ici qui ont roulé des heures pour arriver à cet endroit. Tu es une seule personne. Fais le calcul. Retourne juste à Charleston et reviens le week-end prochain. Je l'ai regardé, l'audace dégoulinant de chaque mot. Sa famille observait maintenant, certains semblant mal à l'aise, d'autres souriant comme si c'était amusant. La mère de Kevin secouait même la tête en me regardant, comme si j'étais celle qui était déraisonnable. Quelque chose en moi a changé. J'avais passé toute ma vie à être accommodante, la sœur qui ne faisait pas de vagues, la fille qui maintenait la paix. J'avais prêté de l'argent à Jennifer quand elle et Kevin avaient des difficultés avec leur prêt immobilier. J'avais gardé leurs enfants d'innombrables fois sans me plaindre. J'avais même aidé le frère de Kevin à déménager l'été dernier, passant tout un samedi à transporter des cartons sous une chaleur de 40 degrés Celsius. Et c'est ainsi qu'il me récompensait. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qui vient quand on réalise qu'on a fini de jouer les gentilles. Bien sûr, ai-je dit calmement. Je m'en vais. Kevin a semblé surpris, comme s'il s'attendait à plus de résistance. Bien. Enfin un peu de bon sens. Je me suis tourné vers la porte, puis j'ai marqué une pause. Juste pour que ce soit clair, Kevin, tu dis que tu veux que je quitte ma propre propriété? C'est exactement ce que je dis. Et Jennifer, tu es d'accord avec ça? Ma sœur n'a plus voulu me regarder. Ce n'est qu'un week-end, Claire. Ne sois pas dramatique. J'ai hoché la tête lentement, mon esprit déjà en train de passer en revue tout ce que j'avais à faire. D'accord, alors profitez de votre week-end. Je suis sorti, laissant la porte ouverte derrière moi. En montant dans ma voiture, j'ai entendu des rires venant de l'intérieur de la maison.
Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'allais me plier et accepter cette humiliation. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. J'ai roulé exactement 3 minutes sur la route avant de me garer sur le parking d'une station-service. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline pure. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon avocat, puis à mon gestionnaire immobilier, puis à quelqu'un d'autre que j'avais espéré ne pas avoir à contacter. Au moment où j'ai terminé, il commençait à faire nuit. Je me suis assise dans ma voiture à regarder le soleil se coucher dans l'océan et je me suis accordé un moment de doute. Allais-je vraiment faire cela? Allais-je vraiment brûler tous les ponts avec ma sœur à cause d'une maison de plage? Puis je me suis souvenu du visage de Kevin, du mépris dans sa voix, de la façon dont Jennifer était restée là et l'avait laissé m'humilier. Oui, j'allais absolument faire cela. Et il regretterait de m'avoir traité comme si je n'avais aucune importance. En grandissant, Jennifer et moi avions été proches. Ou du moins, je le pensais. Elle avait 3 ans de plus, la première fille qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. J'étais la silencieuse, l'enfant studieuse qui passait plus de temps à étudier la vie marine qu'à aller à des fêtes. Nos parents nous aimaient toutes les deux, mais Jennifer semblait toujours briller plus fort, prendre plus de place dans chaque pièce. Je ne le ressentais pas de ressentiment. Pas vraiment. J'avais tracé ma propre voie, et j'étais fier de ce que j'avais accompli. Après avoir obtenu mon doctorat en biologie marine, j'ai décroché un poste à l'aquarium de Caroline du Sud, où je me suis concentré sur la conservation des tortues de mer. Le travail était significatif, le salaire était décent, et j'avais réussi à économiser suffisamment pour acheter la maison de plage au comptant lorsqu'une opportunité de saisie s'était présentée il y a 3 ans. La maison avait besoin de travaux, beaucoup de travaux. J'y avais passé tous les week-ends pendant 6 mois à la rénover, à peindre les murs, à remplacer les luminaires et à la transformer d'une propriété négligée en quelque chose de magnifique. Jennifer n'était venue qu'une seule fois pendant cette période, avait regardé autour d'elle pendant 10 minutes, et avait dit que c'était mignon. C'est tout. Aucune offre d'aide, aucune reconnaissance de l'effort que j'avais fourni. Pourtant, je lui avais donné une clé de rechange. C'était ma sœur. Je lui avais fait confiance. Cette confiance était clairement mal placée. Je me suis enregistré dans un hôtel à environ 20 minutes de la maison de plage, une chaîne de milieu de gamme propre et calme. Après m'être installé dans la chambre, j'ai commandé des plats à emporter et j'ai étalé tous mes documents sur le lit, l'acte de propriété, les papiers d'assurance, une copie de l'accord d'accès que j'avais stupidement signé lorsque Jennifer m'avait demandé si elle pouvait emprunter la maison juste pour les urgences. J'avais été trop généreuse, trop confiante. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Jennifer. Pourquoi es-tu si difficile? Ce n'est qu'un week-end. La famille de Kevin pense que tu es folle. J'ai fixé le message, ma mâchoire se serrant. Elle avait l'audace de me faire passer pour la méchante dans cette situation. Elle avait donné l'accès à ma propriété sans demander. Avait laissé son mari me crier dessus dans ma propre maison. Et maintenant, c'était moi la difficile. J'ai tapé en réponse, nous en parlerons plus tard. Sa réponse a été immédiate. Ne sois pas si dramatique. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je suis retourné à Charleston pour rencontrer mon avocat. Il s'appelait Gregory, et nous avions travaillé ensemble lorsque j'avais acheté la maison. C'était un homme calme et méthodique d'une 50aine d'années qui écoutait sans m'interrompre pendant que j'expliquais la situation. Alors, ils occupent actuellement votre propriété sans votre permission, a-t-il dit, prenant des notes. Oui, ma sœur a une clé, mais je ne lui ai jamais donné la permission de laisser d'autres personnes y rester, surtout pas pour un week-end entier. Et votre beau-frère vous a verbalement ordonné de partir devant au moins 15 témoins. Gregory s'est penché en arrière sur sa chaise, son expression pensive. Vous avez plusieurs options ici. L'option nucléaire serait d'appeler la police et de les faire tous expulser pour intrusion. Mais étant donné que votre sœur a une clé et, vraisemblablement, une permission implicite d'être là, cela pourrait se compliquer. Quelle est l'autre option? Il a souri légèrement. Nous allons les rendre très, très mal à l'aise. Je me suis penché en avant. J'écoute. Au cours de l'heure suivante, Gregory a exposé un plan à la fois élégant et dévastateur. Cela nécessiterait une certaine coordination, une action rapide et une volonté de mener à bien l'opération. Lorsqu'il a terminé d'expliquer, il m'a regardé sérieusement. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela?
Une fois que vous vous engagez sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Votre relation avec votre sœur pourrait être irrémédiablement endommagée. J'ai pensé au visage de Jennifer, à la façon dont elle avait refusé de me défendre. À la façon dont elle avait ignoré mes sentiments comme s'ils ne signifiaient rien. J'ai pensé au rictus de Kevin, à sa supposition qu'il pouvait me traiter comme il voulait parce que j'avais toujours été trop poli pour riposter. Je suis sûr. Alors, commençons. À midi, les choses étaient en marche. J'avais passé les appels nécessaires, signé les documents nécessaires et tout mis en place exactement comme Grégory l'avait instruit. La beauté de la chose était que tout était parfaitement légal, parfaitement dans mes droits en tant que propriétaire. Je ne faisais rien de mal. Je faisais simplement respecter mes droits de propriété d'une manière que Kevin et Jennifer n'avaient pas anticipée. Je me suis rendu dans un café près de la plage, j'ai commandé un grand café glacé et j'ai attendu. Grégory m'avait dit qu'il faudrait quelques heures pour que tout se mette en place. J'ai profité de ce temps pour réfléchir à la suite, à la réaction de ma famille, à savoir si je ne faisais pas une terrible erreur. Mon téléphone, que j'avais rallumé, a commencé à vibrer avec des messages. Ma mère, mon père, Jennifer, même Kevin. Ils exigeaient tous de savoir ce que je faisais, pourquoi j'étais si déraisonnable, pourquoi je ne pouvais pas simplement les laisser profiter de ce week-end. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne ne s'est excusé pour ce qui s'était passé. Ils voulaient juste que je cède, que je sois la Claire accommodante qu'ils avaient toujours connue. Cette Claire n'existait plus. À 15 heures, mon téléphone a sonné. C'était Grégory. C'est fait, a-t-il dit simplement. Tout. Il devrait avoir la nouvelle à l'instant. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assise dans ma voiture et j'ai attendu l'explosion que je savais imminente. Il a fallu exactement 12 minutes. L'appel de Jennifer est arrivé en premier, sa voix stridente de panique. « Claire, qu'est-ce que tu as fait bon sang ? L'électricité vient de sauter et l'eau. Il n'y a plus d'eau. » J'ai gardé ma voix calme. « De quoi parles-tu ? Ne fais pas l'idiote. Les services publics sont coupés. » Kevin a essayé d'appeler la compagnie d'électricité et ils ont dit que le titulaire du compte avait demandé une suspension temporaire du service. Eh bien, je suis la titulaire du compte, ai-je dit raisonnablement, et j'ai bien fait cette demande. Puisque je n'utilise pas la propriété ce week-end, je ne voyais aucune raison de continuer à payer pour des services publics que des invités non autorisés utilisent. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis, tu ne peux pas faire ça. Nous avons 15 personnes ici. Les parents de Kevin sont âgés. Tu vas les laisser sans électricité ni eau. Je ne les laisse nulle part. Ils sont les bienvenus pour quitter ma propriété quand ils le souhaitent. En fait, c'est ce que Kevin m'a dit de faire hier, n'est-ce pas? Fous le camp. Eh bien, maintenant ils peuvent suivre leurs propres conseils. C'est insensé. Maman et papa vont en entendre parler. Bien. Assure-toi de leur dire comment tu as donné l'accès à ma propriété sans demander et comment Kevin m'a crié dessus de quitter ma propre maison. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par cette partie de l'histoire. Jennifer a émis un son étranglé et a raccroché. Je suis restée assise, ressentant un étrange mélange d'émotions. Une partie de moi se sentait coupable, comme si j'étais allé trop loin, mais une plus grande partie de moi ressentait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le pouvoir. J'avais passé tant d'années à être celle qui faisait des compromis, qui se pliait pour faire plaisir aux autres. Pour une fois, c'était moi qui décidais. Kevin a appelé ensuite. Sa voix était pure rage. Sorcière rancunière. Sais-tu ce que tu as fait? Ma mère a un problème cardiaque. Elle a besoin d'être dans un environnement frais. Alors, vous devriez peut-être l'emmener quelque part où il y a de l'air conditionné. Peut-être un hôtel. J'entends dire qu'il y en a plusieurs de sympas dans le coin. C'est de ta faute. Tu mets la santé des gens en danger parce que tu fais une sorte de crise de colère. Non, Kevin. C'est toi qui as mis la santé des gens en danger quand tu as décidé d'occuper ma propriété sans permission et sans t'assurer d'avoir un accès approprié aux services publics. C'est de ta faute, pas de la mienne. Jennifer va arranger ça. Elle appelle la compagnie d'électricité en ce moment. Elle peut appeler qui elle veut. Les services publics sont à mon nom. La maison est à mon nom, et seul moi peux autoriser la reconnexion. Et je ne le ferai pas tant que vous serez là.
Nous allons te poursuivre en justice pour ça. Pourquoi? Exercer mes droits en tant que propriétaire? Bonne chance avec ça. Mais pendant que nous discutons de questions juridiques, vous devriez savoir que j'ai déposé un avis formel d'intrusion auprès du shérif du comté. Vous avez jusqu'à 18 h ce soir pour évacuer la propriété. Après cela, toute personne restante sera expulsée par les forces de l'ordre. Il a commencé à bafouiller, mais j'ai raccroché. Mes parents ont appelé ensemble sur haut-parleur. J'entendais la déception dans la voix de ma mère. Claire, ma chérie, ce n'est pas toi ça. Ne pouvons-nous pas tous nous calmer et arranger ça? Il n'y a rien à arranger, maman. Jennifer a donné l'accès à ma propriété sans demander. Kevin m'a ordonné de quitter ma propre maison. Je fais simplement valoir mes droits de propriété. Mais c'est tellement extrême, a dit mon père. Couper l'électricité et l'eau, impliquer la police. Ne peux-tu pas simplement les laisser finir le week-end? Laisserais-tu des étrangers rester dans ta maison sans ta permission? Jennifer n'est pas une étrangère. C'est ta sœur. Une sœur qui, manifestement, ne me respecte pas ni ma propriété. Elle a eu l'occasion de s'excuser, de réparer les choses, et au lieu de cela, elle m'a traité de dramatique. Alors, non, papa. Je ne recule pas. La voix de ma mère est devenue suppliante. Et la famille? Et maintenir la paix? Et moi? Et le fait que je n'ai été rien d'autre que généreuse envers Jennifer et Kevin et que c'est ainsi qu'ils me traitent? Quand est-ce que quelqu'un me défendra? Aucun des deux n'avait de réponse à cela. À 17 h 30, je suis retourné à la maison de plage. Je me suis garé un peu plus loin dans la rue d'où je pouvais voir l'allée mais n'était pas immédiatement visible. Des voitures chargeaient, des gens transportaient des sacs et avaient l'air manifestement mécontents. Le père de Kevin était rouge de colère et gesticulait sauvagement en parlant au téléphone. Kevin lui-même traînait une glacière vers son camion, son expression meurtrière. Jennifer se tenait sur le porche, les bras croisés, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Une partie de moi voulait avoir de la peine pour elle. Nous avions grandi ensemble, partagé des secrets, ri jusqu'aux larmes. Mais ensuite, je me suis souvenu de son visage hier. La façon dont elle avait ignoré mes sentiments, la façon dont elle avait choisi la commodité de Kevin plutôt que ma dignité. Parfois, les gens vous montraient qui ils étaient vraiment, et vous deviez les croire. À 18 h exactement, une voiture de patrouille du shérif est arrivée dans l'allée. Le shérif adjoint est sorti, a parlé brièvement avec Kevin, puis a commencé à faire sortir les gens. Il n'y a pas eu de drame, pas d'arrestation, juste une ferme insistance pour que tout le monde parte immédiatement. J'ai regardé la dernière voiture partir. Jennifer sur le siège passager du camion de Kevin, ne regardant pas en arrière. L'adjoint a vu ma voiture et s'est approché. « Vous êtes la propriétaire? » « Oui, monsieur. » « Ils sont tous partis. Vous voudrez vérifier la propriété pour d'éventuels dommages. Peut-être changer les serrures. » « Merci. Je le ferai. » Il a hoché la tête et est parti. Je suis resté là encore 10 minutes, laissant la réalité s'installer. Je l'avais fait. J'étais allé jusqu'au bout. Ma famille était furieuse. Ma sœur me détestait probablement. Et j'avais brûlé des ponts que je ne pourrais jamais reconstruire. Mais en entrant dans mon allée, en déverrouillant ma propre porte et en entrant dans ma propre maison, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un soulagement. Pour la première fois depuis des années, je m'étais défendu, et ça faisait un bien fou. La maison était un désastre. J'ai traversé lentement, documentant tout avec l'appareil photo de mon téléphone, tache de vin rouge sur le tapis blanc du salon, brûlure de cigarettes sur la rampe de la terrasse, alors que j'avais une politique claire d'interdiction de fumer. La cuisine était un fouillis de vaisselle sale, de bouteilles de bière vides, et de ce qui ressemblait à la tentative ratée de quelqu'un de cuisiner des crevettes. Les coquilles étaient éparpillées sur mes comptoirs en granit. Mais c'est l'étage qui m'a fait bouillir le sang. Quelqu'un était entré dans ma chambre, dans mon espace privé. Le lit était défait. Des draps que j'avais soigneusement lavés et repassés, maintenant tordus et tachés. La porte de mon placard était ouverte, et je pouvais voir que quelqu'un avait fouillé mes affaires. Une boîte à bijoux que je gardais sur ma commode était ouverte, et j'ai immédiatement vérifié si le collier de perles de ma grand-mère s'y trouvait. Il était parti. Je suis resté là, fixant l'espace de velours vide où il aurait dû être, et j'ai senti quelque chose se briser en moi.
Ce collier était la seule chose qui me restait de ma grand-mère. La femme qui m'avait vraiment comprise, qui avait encouragé mon amour de la science quand tout le monde pensait que c'était bizarre. Elle me l'avait donné sur son lit de mort, me l'avait pressé dans la main et m'avait dit de rester curieuse, rester forte, et maintenant il était parti. J'ai appelé Jennifer immédiatement. Elle a répondu au 4e coup de fil, la voilâce. Quoi encore, Claire? Le collier de perles de ma grand-mère a disparu. Quelqu'un l'a volé. C'est ridicule. Personne n'a rien volé. Il était dans ma boîte à bijoux hier et maintenant il est parti. Qui était dans ma chambre? Je ne sais pas. Peut-être que tu l'as égaré. Mon rire était amer. Bien sûr. J'ai égaré un collier qui ne quitte jamais ma commode. Jennifer, je vais déposer un rapport de police. Tu n'oserais pas. Regarde-moi faire. Soit ce collier réapparaît d'ici demain matin, soit je porte plainte contre tous ceux qui étaient dans cette maison. J'ai des noms. J'ai des photos. Je rendrai cela aussi public et aussi laid que nécessaire. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, tu as changé, Claire. Tu étais gentille avant. Non, Jennifer. J'étais un paillasson. Il y a une différence. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé le numéro de police non urgent. Une agente est arrivée dans l'heure, une femme nommée adjointe Walsh, qui a pris ma déclaration et photographié les dégâts. Elle était professionnelle, compréhensive, et quand j'ai mentionné le collier manquant, son expression s'est durcie. Vous avez des photos de celui-ci? Des documents d'assurance? J'ai les deux, et j'ai une liste de toutes les personnes qui étaient dans la maison. Bien. Nous aurons besoin de tout cela. Je serai honnête avec vous, cependant. Prouver qu'il a spécifiquement pris sera difficile à moins que quelqu'un ne confesse ou que nous le trouvions en sa possession. Je comprends. Après son départ, j'ai passé 3 heures à nettoyer, à frotter les taches de vin, à laver les draps, à désinfecter les surfaces que des étrangers avaient touchées. À chaque coup d'éponge, ma colère grandissait. Il ne s'agissait plus seulement d'un week-end. Il s'agissait d'un manque de respect si profond qu'il semblait personnel, calculé. Mon téléphone vibrait constamment. Jennifer, Kevin, ma mère. Même la mère de Kevin avait apparemment eu mon numéro et avait laissé un message vocal disant que j'avais ruiné leur réunion de famille et que je devrais avoir honte de moi. J'ai écouté chaque message une fois, puis je les ai supprimés. Vers minuit, alors que je terminais enfin, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Claire, c'est Mélissa. Mélissa, la sœur cadette de Kevin. Nous nous étions bien entendus les quelques fois où nous nous étions rencontrés, même si je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an. Mélissa, salut. Écoute, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé ce week-end, et je voulais juste dire que je suis désolé. Ce que Kevin a fait était complètement inadmissible. Je me suis effondré sur le canapé, soudain épuisé. Merci. Ça compte beaucoup. Il a toujours été comme ça, tu sais, avec un sentiment de supériorité. Mes parents l'ont gâté pourri, et Jennifer le laisse faire. Je n'étais pas à la maison de plage, Dieu merci. Mais ma mère m'a appelé en rage contre toi. Et quand j'ai eu toute l'histoire, j'ai été dégoûté. Tu savais pour le collier? Elle s'est tue. Quel collier? J'ai expliqué l'histoire des perles de ma grand-mère. Mélissa a juré doucement. Claire, j'ai horreur de te dire ça, mais Kevin a des problèmes d'argent. De gros problèmes. Il a fait des investissements qui ont mal tourné et il se démène pour couvrir les pertes. Jennifer ne sait même pas à quel point c'est grave. Mon estomac s'est noué. Tu penses qu'il l'a pris? Je ne sais pas, mais il est assez désespéré pour que je ne l'exclue pas. Il a essayé d'emprunter de l'argent à tout le monde dans la famille. Après avoir raccroché, je me suis assise dans l'obscurité, traitant cette information. Kevin était fauché. Cela expliquait pourquoi Jennifer m'avait poussé à leur prêter de nouveau de l'argent le mois dernier. Une demande que j'avais refusée après n'avoir jamais été remboursé du prêt précédent. Cela expliquait pourquoi ils avaient été si désireux d'utiliser ma maison de plage au lieu de louer leur propre logement. Mais me voler, c'était une ligne que je n'avais jamais imaginé qu'ils franchiraient. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 2 fois plus de messages textes.
La plupart provenaient de membres de ma famille exigeant que je retire la plainte, disant que je déchirais la famille, que je devais pardonner et oublier. Personne ne s'est excusé pour ce qui m'avait été fait. Je buvais du café sur la terrasse, regardant le lever du soleil sur l'océan lorsqu'une voiture est arrivée dans l'allée. Jennifer. Elle est sortie lentement, l'air de ne pas avoir dormi. Nous devons parler, m'a-t-elle appelé. Je n'ai pas bougé. Alors, parle. Elle a monté les escaliers de la terrasse et j'ai vu qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval désordonnée. C'était la sœur avec qui j'avais grandi. Celle avec qui j'avais partagé une chambre jusqu'à mon départ pour l'université. Celle qui m'avait tressé les cheveux et m'avait appris à appliquer l'eyeliner. Celle qui avait jeté tout ça pour la commodité de son mari. Je suis désolé, a-t-elle dit, le mot sonnant forcé. J'aurais dû demander avant de donner les clés à Kevin. J'aurais dû te défendre quand il t'a dit de partir. Oui, tu aurais dû. Mais Claire, tu es allé trop loin. La police? Vraiment? Tu vas détruire Kevin pour un collier? Un collier qui appartenait à notre grand-mère. C'était tout ce qui me restait d'elle. Ce ne sont que des bijoux. Ça peut être remplacé. Non, Jennifer, ça ne peut pas. Et le fait que tu ne comprennes pas cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur notre situation. Elle s'est approchée, son expression devenant plus dure. Si tu poursuis cela, si tu portes plainte, Kevin pourrait perdre son emploi. Il travaille pour la ville. Une accusation de vol le ruinerait. Alors il n'aurait pas dû me voler. Tu ne sais même pas s'il l'a pris. Ça aurait pu être n'importe qui. Alors dis-lui de prouver son innocence. Qu'il vide ses poches, sa voiture, sa maison. S'il n'a rien à cacher, ça ne devrait pas lui poser de problème. Le visage de Jennifer a rougi. Tu es déraisonnable. Je suis déraisonnable? Ce n'est pas moi qui ai volé. Ce n'est pas moi qui ai violé la confiance et le foyer de quelqu'un. C'était ton mari, Jennifer. C'était toi en le permettant. Bien, a-t-elle craché. Bien. Tu veux jouer les durs? Jouons. Maman et papa vendent leur maison du lac. Ils allaient nous la laisser à toutes les deux à leur mort. Mais devine quoi? Ils changent leur testament. Tout me revient maintenant. Tu es complètement exclu. Les mots auraient dû faire mal. Il y a un mois, ils m'auraient anéanti. Mais là, en regardant l'expression tordue de ma sœur, je n'ai ressenti qu'une froide clarté. Si c'est ce qu'ils veulent faire, c'est leur choix. Mais Jennifer, comprends bien ceci. J'ai fini. J'ai fini d'être le plan de secours, la personne fiable, celle qu'on piétine parce que je suis trop gentil pour riposter. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Elle m'a regardé longuement, puis s'est retournée et est partie. Je l'ai regardée s'en aller en voiture, et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas été triste. Je me suis juste senti libre. 3 jours après la visite de Jennifer, j'ai reçu un appel de l'adjointe Walsh. Mademoiselle Claire, il y a eu un développement dans votre affaire. Pouvez-vous venir au commissariat? J'y suis allé immédiatement, le cœur battant. L'adjointe Walsh m'a rencontré dans une petite salle de conférence, et elle n'était pas seule. Un détective était assis en face d'elle, un homme d'âge moyen aux yeux gentils et à la poignée de main ferme. Je suis le détective Barnes. Je crois comprendre que vous avez signalé un vol. Oui, le collier de perles de ma grand-mère. Il a ouvert un dossier. Nous avons reçu un appel intéressant hier. Un tuyau anonyme nous disait de vérifier un prêteur sur gage dans le nord de Charleston. Nous avons suivi et nous avons trouvé votre collier. J'ai halté. Vous l'avez trouvé. Nous l'avons trouvé. Le propriétaire du prêteur sur gage nous a fourni des images de surveillance et le nom de la personne qui l'a mis en gage. Il a glissé une photographie sur la table. C'était Kevin. J'ai fixé l'image, le visage de mon beau-frère clairement capturé par la caméra alors qu'il remettait le collier de ma grand-mère contre de l'argent liquide. L'horodatage montrait que c'était le samedi soir, quelques heures seulement après qu'il ait quitté ma maison de plage. C'est lui, ai-je dit, ma voix creuse. C'est mon beau-frère. Le détective Barnes a hoché la tête. Nous avons émis un mandat d'arrêt à son encontre. Vol qualifié. Compte tenu de la valeur estimée du collier à $4 000,
il sera arrêté dans les 24 heures. 4000 $. Je l'avais fait évaluer il y a 2 ans à des fins d'assurance, n'imaginant jamais que j'aurais besoin de cette information pour quelque chose comme ça. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous montons un dossier. Les images du prêteur sur gage sont des preuves solides, et nous avons votre témoignage sur qui avait accès à la propriété. S'il n'a pas d'explication solide sur la façon dont il est entré en possession de votre collier, cela ira probablement en procès. Je suis sorti du commissariat, me sentant engourdi. C'était vraiment en train d'arriver. Kevin allait être arrêté. Ma famille allait imploser. Et d'une certaine manière, j'étais devenue la méchante dans tout ça. Celle qui ne pouvait pas simplement laisser couler. Mon téléphone a sonné avant même que je n'atteigne ma voiture. Ma mère, la voix tremblante. Claire, qu'as-tu fait? Bonjour à toi aussi, maman. La police vient d'appeler Jennifer. Ils arrêtent Kevin. Ils ont dit que tu avais porté plainte. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la porte et j'ai pris une profonde inspiration. Maman, Kevin m'a volé. Il a pris quelque chose d'irremplaçable et l'a mis en gage pour de l'argent. À quoi t'attendais-tu que je fasse? Laisse tomber. La famille est plus importante que les choses. Vraiment? Parce que de mon point de vue, Kevin ne pensait pas que la famille était importante quand il me volait. Jennifer ne pensait pas que la famille était importante quand elle a donné ma maison sans demander. Et toi, tu ne penses pas que la famille est assez importante pour même demander si je vais bien, si tout cela me fait mal. Bien sûr, tu as mal, mais tu aggraves les choses. Kevin a 2 enfants. Tu vas mettre leur père en prison. Non, maman. Kevin s'est mis lui-même là quand il a décidé de commettre un crime. Ce n'est pas moi qui ai volé le collier. C'est lui. Claire-Marie, je suis ta mère et je te dis de retirer ces accusations tout de suite. Quelque chose en moi a craqué. Ou quoi? Tu vas me rayer du testament? Jennifer m'a déjà dit que tu le ferais de toute façon. Tu vas arrêter de me parler? Très bien, fais-le. Parce que j'en ai marre de faire semblant qu'être de la famille signifie que je dois accepter d'être traité comme de la merde. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. J'ai raccroché et cette fois j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de Jennifer, puis celui de Kevin. Un par un, j'ai parcouru mes contacts et j'ai bloqué tous les membres de ma famille qui m'avaient envoyé des messages haineux ces derniers jours. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ce soir-là, j'étais de retour à la maison de plage, assise sur la terrasse avec un verre de vin quand j'ai entendu des pas sur les escaliers. Je me suis tendu, cherchant mon téléphone pour appeler le 911 si besoin, mais ce n'était que Mélissa. Je suis désolé de débarquer comme ça, a-t-elle dit. J'ai essayé d'appeler, mais ça tombait directement sur la messagerie. J'ai bloqué beaucoup de numéros ces derniers temps. Elle m'a adressé un sourire triste. J'imagine. Puis-je m'asseoir? J'ai désigné la chaise à côté de moi et elle s'y est enfoncée avec un soupir. Kevin a été arrêté ce matin. Jennifer perd la tête. Mes parents sont furieux et toute la famille t'a pratiquement déclaré ennemi numéro 1. Je m'en doutais. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Kevin s'en est toujours tiré parce que les gens ont peur de le contrarier. Il est temps que quelqu'un lui demande des comptes. Cela semble être une opinion minoritaire. Seulement parmi les gens qui bénéficient du mauvais comportement de Kevin. Le reste d'entre nous attendait quelque chose comme ça. Elle a fait une pause. Claire, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Kevin a de plus gros problèmes que le simple collier. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand il a été arrêté, Jennifer a fouillé son bureau. Elle a trouvé des documents, des relevés bancaires, des emails. Kevin détournait de l'argent de son travail. Pas beaucoup à la fois, mais au cours des 2 dernières années, il a pris près de 50 000 $. J'ai senti ma mâchoire tomber. 50 000 $? Il couvrait cela en manipulant les notes de frais et les paiements aux fournisseurs, mais maintenant qu'il a été arrêté, son employeur effectue un audit. Ils vont tout trouver. Jennifer le sait? Elle sait. Et elle essaie de décider si elle va divorcer ou rester avec lui. Mes parents la pressent de rester, de soutenir son mari pendant cette période difficile. Mais Claire, je pense qu'elle le voit enfin tel qu'il est.
Nous sommes restés silencieux un instant, regardant les vagues déferler. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Que va-t-il lui arriver, ai-je demandé. La prison, probablement. Entre le vol et le détournement de fonds, il risque de passer beaucoup de temps derrière les barreaux. Son avocat parle d'un accord de plaidoyer, mais ça ne s'annonce pas bien. Et ses enfants? Jennifer retourne vivre chez nos parents. La maison va être saisie. Kevin ne lui a jamais dit à quel point leurs finances étaient mauvaises. Elle pensait qu'elles étaient bonnes, mais il s'avère qu'ils sont noyés dans les dettes. J'aurais dû me sentir justifié. J'aurais dû sentir que justice était rendue. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Toute cette situation avait dégénéré bien au-delà d'un week-end volé dans une maison de plage. Des vies étaient détruites. Des familles se brisaient. Et j'étais au centre de tout cela. Tu penses que j'ai fait le mauvais choix, ai-je demandé à Mélissa. Elle m'a regardé, son expression sérieuse. Non, je pense que tu as fait la seule chose que tu pouvais faire. Kevin devait faire face aux conséquences. Si ça n'avait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre finalement. Mieux vaut que ça arrive maintenant avant qu'il ne vole encore plus, avant qu'il ne fasse encore plus de mal aux gens. Mes parents me détestent. Ils s'en remettront. Ou pas. Mais Claire, tu ne peux pas te sacrifier pour réchauffer les autres. Tu mérites le respect. Tu mérites d'être traité comme si tes sentiments comptaient. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. Peut-être que tu n'as pas gagné, mais tu n'as pas perdu non plus. Tu t'es défendu. Ça a de la valeur. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de procédures judiciaires et de drames familiaux dont je me suis délibérément tenu à l'écart. L'arrestation de Kevin a fait les nouvelles locales, ce qui signifiait que tout le monde savait ce qui s'était passé. La communauté des biologistes marins de Charleston est petite, et je me suis retrouvé à répondre aux questions de mes collègues et à gérer des conversations gênantes dans la salle de pause. J'ai entendu dire que ton beau-frère avait été arrêté, a dit mon partenaire de recherche un matin, essayant de paraître désinvolte. Il l'a été. Ça doit être difficile. C'est comme ça. J'ai gardé la tête baissée et me suis concentré sur mon travail. Nous étions en pleine saison de nidification des tortues de mer, ce qui signifiait de longues heures à surveiller les plages et à protéger les œufs des prédateurs. Le travail était épuisant mais ancrant. Il y avait quelque chose de clarifiant à passer ces journées à se concentrer sur la préservation et les cycles de vie, sur des espèces qui avaient survécu des millions d'années en s'adaptant au changement. Je devais m'adapter aussi. L'adjointe Walsh m'a appelé un jeudi après-midi pour me donner des nouvelles. L'avocat de Kevin l'avait contacté au sujet de l'affaire du collier, souhaitant négocier un accord de plaidoyer qui impliquerait une restitution et une probation. L'affaire de détournement de fonds allait être jugée, mais l'accusation de vol pouvait potentiellement être réglée. Qu'en pensez-vous, lui ai-je demandé. C'est à vous de décider. Si vous voulez poursuivre au pénal, nous avons un dossier solide. Mais si vous acceptiez une restitution et un aveu formel de culpabilité, c'est aussi une option. J'y ai réfléchi. Vouliez-je voir Kevin aller en prison pour m'avoir volé en plus de ce qu'il devrait affronter pour le détournement de fonds? Vouliez-je ce niveau de vengeance? À quoi ressemblerait la restitution? Il devrait vous payer la valeur totale estimée du collier plus les dommages et intérêts pour les autres dégâts matériels dans votre maison de plage, et il devrait plaider coupable devant le tribunal, ce qui serait inscrit à son casier judiciaire. Laissez-moi y réfléchir. Ce soir-là, j'ai eu une visite inattendue. Jennifer est venue à mon appartement à Charleston, l'air creux. Elle avait perdu du poids, ses pommettes saillantes sous ses yeux, et elle semblait avoir vieilli de 5 ans au cours du mois dernier. Puis-je entrer, a-t-elle demandé. J'ai failli dire non, mais quelque chose dans son expression, la défaite dans sa posture, m'a fait m'écarter. Elle est entrée dans mon salon, s'est assise sur mon canapé et a immédiatement éclaté en sanglots. Pas des larmes délicates, mais le genre de sanglots qui viennent de quelque chose de profond et de brisé. Je suis resté là, maladroitement, ne sachant pas quoi faire. Finalement, je me suis assise à côté d'elle et j'ai attendu. Je suis désolé, a-t-elle haleté entre deux sanglots. Je suis tellement désolé, Claire. Tu avais raison sur tout. Sur Kevin, sur moi, sur tout. Jennifer, non. Laisse-moi dire ça. J'ai été une sœur terrible.
J'ai choisi Kevin plutôt que toi à plusieurs reprises, et je me suis convaincu que c'était acceptable parce qu'il était mon mari et que tu étais toujours si forte, si capable. Je pensais que tu n'avais pas besoin de moi comme lui. J'avais besoin de toi. J'avais besoin que tu me soutiennes. Je sais. Je le sais maintenant. Elle s'est essuyé les yeux. L'avocat de Kevin m'a tout montré, le détournement de fonds, les dettes de jeu, les mensonges. Il me ment depuis 2 ans. Nous perdons la maison. Mon crédit est détruit. Ses parents sont furieux contre moi parce que j'envisage le divorce. Et maman et papa agissent comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal en étant contrarié. Je n'ai rien dit. Qui avait-il à dire? Le collier, a-t-elle continué. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé chez un prêteur sur gage. Qu'il allait te faire une surprise en le rachetant. Je l'ai cru. Je l'ai défendu auprès de toi. Et tout ce temps, c'est lui qui l'a pris. Je sais. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne sais même pas si je mérite le pardon, mais je devais te dire que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait, ce que j'ai permis, et je suis désolé. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Finalement, j'ai parlé. Je te pardonne. Elle m'a regardé, surprise. Quoi? Je te pardonne. Non pas parce que ce que tu as fait était acceptable et non pas parce que nous pouvons simplement revenir à la situation d'avant, mais parce que s'accrocher à la colère est épuisant et que je suis fatigué. Tu es ma sœur. Je t'aime. Mais t'aimer ne signifie pas que je dois accepter d'être maltraité. De nouvelles larmes ont coulé sur ses joues. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, tu arranges ta vie. Tu décides si tu restes avec Kevin ou si tu le quittes. Tu te reconstruis. Et je fais de même. Puis-je t'appeler parfois? J'y ai réfléchi attentivement. Oui, mais Jennifer, les choses sont différentes maintenant. Je ne serai plus ton compte bancaire de secours, ni ta babysitter gratuite, ni la personne dont tu ne te souviens de l'existence que lorsque tu as besoin de quelque chose. Si nous voulons avoir une relation, elle doit être égalitaire. Je comprends. Et je ferai mieux. Je le promets. Après son départ, j'ai appelé l'adjointe Walsh et lui ai dit que j'accepterais l'accord de plaidoyer pour l'affaire du collier. Kevin plaiderait coupable, paierait une restitution et cela serait inscrit à son casier judiciaire. Cela me semblait suffisant. L'affaire de détournement de fonds se poursuivrait sans mon implication, et tout ce qui s'y passerait serait entre Kevin et son employeur. 2 semaines plus tard, je me tenais dans ma maison de plage, que j'avais fait nettoyer et restaurer professionnellement. Un nouveau tapis dans le salon, une nouvelle peinture sur les murs, de nouvelles serrures à chaque porte. J'avais même installé un système de sécurité qui m'alerterait si quelqu'un tentait d'entrer sans autorisation. La maison était à nouveau propre, à nouveau mienne. Je préparais du café dans la cuisine quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Claire, c'est Mélissa. J'espère que ça va si j'appelle. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais te faire savoir que Kevin a accepté un accord de plaidoyer pour l'affaire de détournement de fonds. 2 ans en sécurité minimale, 5 ans de probation après cela. Jennifer a demandé le divorce hier. Comment va-t-elle? Mieux que prévu. Elle a déménagé dans un petit appartement, a trouvé un emploi de réceptionniste médicale. Maman et papa lui parlent à peine parce qu'elle ne soutient pas Kevin, mais honnêtement, je pense qu'elle est mieux sans leur avis. Et toi? Comment vas-tu? Je vais bien. En fait, je voulais te demander quelque chose. Je prévois un week-end entre filles le mois prochain. Juste moi et quelques amis. Rien de sophistiqué. Voudrais-tu venir? Pas de drame familial. Je le promets. Juste du temps à la plage et de la bonne compagnie. J'ai regardé l'océan, les vagues roulant sans fin vers le rivage. J'aimerais ça, ai-je dit. J'aimerais vraiment ça. Après avoir raccroché, j'ai emporté mon café sur la terrasse et je me suis assise au soleil du matin. Mon téléphone a vibré avec un message de mon partenaire de recherche me demandant si je voulais déjeuner, puis un autre d'un collègue m'invitant à une conférence le mois prochain. Ma vie allait de l'avant. Pas la vie que j'avais prévue, pas la structure familiale que j'avais toujours supposé être là, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'était entièrement propre. J'ai pensé à ma grand-mère, à ce qu'elle m'avait dit sur son lit de mort.
Reste curieuse. Reste forte. J'avais fait les deux. J'étais restée forte alors qu'il aurait été plus facile de céder. J'étais restée curieuse de ce à quoi la vie pouvait ressembler quand on cessait d'accepter des miettes de respect et qu'on exigeait ce que l'on méritait. Le collier était de nouveau dans ma boîte à bijoux à l'étage, nettoyé et poli. Mais j'avais appris quelque chose ces dernières semaines. Je n'en avais pas besoin pour me souvenir des leçons de ma grand-mère. Elle faisait déjà partie de moi, tissée dans chaque décision que j'avais prise, chaque limite que j'avais imposée. J'avais perdu une famille qui ne m'avait jamais vraiment valorisé. Mais j'avais trouvé quelque chose de plus important, moi-même. 6 mois après l'arrestation de Kevin, j'ai reçu une lettre du bureau du procureur. Le procès pour détournement de fonds de Kevin s'était conclu, et il avait été condamné à 3 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. La restitution qu'il devait à son employeur dépassait $200 000, une dette qui le suivrait pour le reste de sa vie. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir que j'ouvrais rarement. La vie avait évolué de manière inattendue. La maison de plage était devenue mon véritable sanctuaire, un endroit où je passais presque tous les week-ends. J'avais commencé à inviter des collègues et des amis, organisant de petites réunions qui n'avaient rien à voir avec l'invasion chaotique que la famille de Kevin avait mise en scène. C'étaient des soirées de bon vin, de conversations intelligentes et de rires qui semblaient mériter plutôt que forcer. Mélissa était devenue une véritable amie. Elle avait amené ses amis pour ce week-end, avait-elle mentionné, et nous nous étions tout immédiatement bien entendus. Grâce à elle, j'avais rencontré des gens qui valorisaient l'authenticité plutôt que l'obligation familiale, qui comprenaient que parfois la chose la plus saine à faire était de s'éloigner de la toxicité. Jennifer et moi nous parlions occasionnellement, de brefs appels téléphoniques où elle me tenait au courant de sa vie. Elle avait terminé un programme de certification en codage médical et avait obtenu un meilleur emploi à l'hôpital. Ses enfants s'adaptaient au divorce, voyant Kevin lors de visites supervisées organisées par la prison. Elle avait cessé d'essayer de justifier son comportement ou de minimiser ce qu'il avait fait. J'étais tellement occupé à le défendre que j'ai oublié de me demander s'il méritait d'être défendu, m'avait-elle dit lors d'un appel. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le voir. Nos parents nous avaient finalement contactés. Des appels téléphoniques maladroits où ils tournaient autour des excuses sans en faire réellement. J'avais écouté poliment et raccourci la conversation. Le pardon était une chose. L'oubli en était une autre. Mais c'est un mardi après-midi d'octobre que tout est revenu à la case départ. J'étais à l'aquarium, donnant une présentation à un groupe d'étudiants en biologie marine quand mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai ignoré, me concentrant sur l'explication des schémas de migration des tortues de mer. L'appel est revenu pendant ma pause déjeuner. Bonjour, Claire. C'est Maître Hoffman. Je représente Kevin dans ses affaires pénales. J'appelle parce qu'il a demandé à vous parler. J'ai failli raccrocher. Pourquoi voudrais-je lui parler? Il dit qu'il a des informations que vous devez entendre concernant le week-end à votre maison de plage. Il dit qu'il y a plus à l'histoire que ce qui est ressorti au tribunal. Il n'y a rien qu'il puisse me dire que j'ai besoin de savoir. Il a spécifiquement mentionné vos parents et Jennifer. Il dit qu'ils étaient plus impliqués que vous ne le réalisez. Cela m'a fait hésiter. Impliqué dans quoi? Il ne m'a pas donné de détails. Il insiste pour vous parler directement. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais j'ai promis de lui transmettre votre demande. J'y ai réfléchi longuement. Si j'accepte, ce sera par téléphone uniquement. Je n'irai pas le voir en prison. Compris. Je peux organiser un appel surveillé par l'établissement. Quand cela vous arrangera-t-il? Nous l'avons programmé pour la semaine suivante. L'appel a eu lieu le vendredi soir. J'étais à la maison de plage, assise sur la terrasse avec un verre de vin, regardant le coucher du soleil. L'opérateur de la prison nous a connectés, puis la voix de Kevin est arrivée, creuse et fatiguée. Claire, merci d'avoir pris mon appel. Je suis là. Parle. Il est resté silencieux un instant. Je dois te faire comprendre quelque chose. Ce que j'ai fait était mal. Te voler. Mentir à Jennifer, le détournement de fonds, tout cela était mal. Et je ne cherche pas d'excuses. Mais ce week-end à ta maison de plage, ce n'était pas seulement mon idée. De quoi parles-tu? Tes parents l'ont planifié. Maman savait que tu venais ce week-end-là.
Elle a spécifiquement dit à Jennifer de me donner les clés et d'inviter ma famille. Lui a dit de s'assurer que je te confronterais. Mon sang s'est glacé. Tu mens. Non. Ta mère a toujours détesté que tu aies de l'argent, que tu aies cette maison, que tu aies réussi sans leur aide. Elle pensait que si je t'humiliais suffisamment, tu vendrais la maison de plage et partagerais l'argent avec Jennifer. Elle m'a dit exactement quoi dire, comment appuyer sur tes points sensibles. Tout a été mis en scène. C'est insensé. Est-ce que c'est le cas? Réfléchis, Claire. Pourquoi Jennifer te donnerait-elle les clés de ta maison sans demander? Pourquoi toute ma famille était-elle prête à partir ce week-end précis? Ta mère a tout orchestré parce qu'elle voulait que tu te sentes petite, que tu te souviennes de ta place dans la hiérarchie familiale. Je me suis levé, arpentant la terrasse. Même si c'est vrai, tu m'as quand même volé. Tu as quand même pris le collier de ma grand-mère. Oui. Et cette partie, c'était entièrement moi. Je l'admets. J'étais désespéré pour de l'argent. Et j'ai vu une opportunité. Mais je veux que tu saches la vérité sur la façon dont nous nous sommes retrouvés là en premier lieu. Tes parents m'ont utilisé comme une arme contre toi. Et j'ai été assez stupide pour y aller. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici à la personne que j'étais, au choix que j'ai fait, et parce que je pense que tu mérites de savoir que les personnes avec qui tu essaies de reconstruire des relations sont celles qui ont tout orchestré. Après la fin de l'appel, je me suis assise dans l'obscurité, mon vin intact, traitant ce que j'avais entendu. Si Kevin disait la vérité, et la présence de son avocat lors de l'appel suggérait qu'il était honnête, alors mes parents n'avaient pas seulement échoué à me défendre. Ils m'avaient activement piégé pour que je sois humilié. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au contact de ma mère. J'avais débloqué son numéro des mois auparavant, mais ne l'avais pas utilisé. Maintenant, j'ai appuyé sur appeler. Ma mère a répondu au 3e coup de fil, sa voix prudente. Claire, c'est toi. C'est moi. Nous devons parler. Oh, ma chérie, je suis si contente que tu aies appelé. Ton père et moi voulions te contacter, mais nous n'étions pas sûrs que tu sois prête. Étiez-vous impliqué dans la planification de l'incident de la maison de plage? Silence. Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Kevin m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit que toi et papa aviez orchestré tout ce week-end. Que tu avais spécifiquement dit à Jennifer de lui donner les clés pour s'assurer que je me présente et que je sois confronté. Est-ce vrai? Plus de silence. Puis, Kevin est un criminel et un menteur. Tu ne peux rien croire de ce qu'il dit. Réponds à la question, maman. L'avez-vous planifié? J'ai peut-être suggéré à Jennifer que la maison était vide et que la famille de Kevin avait besoin d'un endroit où loger. Je ne pensais pas que tu te présenterais ce week-end-là. Tu savais que je venais. Jennifer te l'a dit à ton dîner d'anniversaire. Eh bien, je pensais que tu serais raisonnable à ce sujet. Je pensais que tu comprendrais que la famille avait plus besoin de l'espace que toi. J'ai ri, un son sans humour. Tu m'as piégé. Tu voulais que Kevin m'embarrasse, qu'il me fasse me sentir assez petite pour que je fasse tout ce que tu demanderais. Ce n'est pas clair. Tu dois comprendre, nous étions inquiets pour toi. Tu as été si distante, si concentrée sur ta carrière. Nous pensions que peut-être si tu voyais à quel point la famille comptait, à quel point Jennifer et sa famille avaient besoin de soutien. Tu pensais me manipuler pour que je renonce à ma propriété. C'est de ça qu'il s'agissait. Ce n'est qu'une maison de plage, Claire. Jennifer a des enfants. Elle a de réels besoins. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfants. Tu n'as pas besoin. Pas besoin de quoi? De respect? De limites? De ma propre propriété que j'ai travaillé dur pour m'offrir? Tu es dramatique. Non, maman. Je suis clair. Tu m'as utilisé. Tu m'as toujours utilisé. J'étais la responsable. Celle qui s'en sortait. Alors, tu m'as prise pour acquise pendant que tu idolâtrais Jennifer et sa vie en désordre. Et quand j'ai enfin tenu tête, tu m'en as puni. Nous n'avons rien fait de tel. Nous avons simplement donné la priorité aux besoins de Jennifer pendant une période difficile. En m'humiliant, en me volant? Kevin t'a volé. Ça n'avait rien à voir avec nous. Mais tu as créé la situation qui l'a rendu possible.
Tu as ouvert la porte, maman. Tu m'as mise dans une position où j'étais vulnérable et seul dans ma propre maison, entouré de gens à qui on avait dit que j'étais le problème. As-tu la moindre idée de ce que ça faisait? Je pense que tu exagères. J'en ai fini. Quoi? J'en ai fini avec cette conversation. Fini avec tes excuses. Fini avec ta version de la famille où je n'ai de valeur que lorsque je te suis utile. Jennifer essaie de construire une véritable relation avec moi. Une relation basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Mais toi, tu ne peux même pas admettre ce que tu as fait. Claire-Marie, tu ne penses pas ce que tu dis. Absolument. Ne m'appelle plus. Ne te présente plus chez moi. C'est fini. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et cette fois, j'ai bloqué le numéro pour de bon. Mes mains tremblaient. Je me sentais comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Tout l'air évacué de mes poumons. Mais sous le choc, il y avait autre chose, la clarté. Pendant des années, j'avais cru que j'étais le problème. J'avais intériorisé leurs critiques, leurs rejets, leurs messages constants que je devais être plus accommodante, plus généreuse, plus disposée à me sacrifier. J'avais cru qu'être une bonne fille, une bonne sœur, signifiait accepter tout ce qu'ils me servaient. Mais tout cela n'était que manipulation. Ils avaient vu mon succès, mon indépendance, et au lieu d'être fiers, ils s'étaient sentis menacés. Ils avaient voulu me rabaisser, me rappeler que je n'étais pas vraiment meilleur que simplement parce que j'avais un doctorat, une maison de plage et une vie que j'avais construite à mes propres conditions. Eh bien, je leur avais rappelé le contraire. Je leur avais montré que le respect n'était pas négociable, que la famille était un privilège, pas un droit, et que j'étais parfaitement capable de m'éloigner des personnes qui me faisaient du mal. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'appartement de Jennifer. Elle a ouvert la porte en pantalon de yoga et un sweatshirt trop grand, l'air surprise de me voir. « Claire, tout va bien? Puis-je entrer ?» Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine, et je lui ai raconté tout ce que Kevin avait dit. Son visage a traversé une série d'émotions, choc, déni, et finalement une tristesse résignée. Je me doutais, a-t-elle admis tranquillement. Maman a tellement insisté pour que j'utilise ta maison ce week-end-là. Elle n'arrêtait pas de dire que ça ne te dérangerait pas, que tu nous devais ça après toutes ces années de soutien. Je savais que c'était mal, mais j'ai accepté parce que c'était plus facile que de me disputer. Elle nous a utilisés toutes les deux. Je sais. Je le vois maintenant. Jennifer m'a regardé avec des yeux rougis. Je l'ai appelée hier soir après toi. Elle a essayé de me convaincre que j'étais dramatique, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était impardonnable, qu'elle avait fait du tort à ses deux filles en nous montant l'une contre l'autre. Elle a pleuré et a dit que je te choisissais elle. Et qu'as-tu dit? J'ai dit que je choisissais l'honnêteté plutôt que la manipulation. Puis j'ai raccroché. Nous sommes restés en silence un instant. Puis Jennifer a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis désolé de ne pas avoir été la sœur que tu méritais. Je suis désolé de les avoir laissés m'utiliser comme une arme contre toi. Je suis désolé aussi, pour tout ça. Pouvons-nous recommencer? J'ai serré sa main. Nous commençons déjà. 1 an après cet appel téléphonique avec Kevin, ma vie ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. La maison de plage était devenue une sorte de plaque tournante pour mon cercle d'amis élargi. J'y avais organisé la fête d'anniversaire de Mélissa, plusieurs retraites d'équipe de recherche, et même un petit mariage pour l'un de mes collègues. La propriété que mes parents avaient considérée comme quelque chose à exploiter était devenue un symbole de la vie que j'avais construite, une vie basée sur des connexions authentiques plutôt que sur des liens familiaux obligatoires. Jennifer avait prospéré d'une manière qui nous a surprises toutes les deux. Elle avait été promue 2 fois à l'hôpital, avait déménagé dans un meilleur appartement et avait commencé à fréquenter un homme gentil qui travaillait comme kinésithérapeute. Ses enfants étaient heureux, bien adaptés, et les rares fois où je les voyais, ils m'appelaient tante Claire avec une affection sincère. Kevin avait été libéré sur parole après avoir purgé 16 mois. J'avais appris par Mélissa qu'il travaillait dans un entrepôt, vivait dans une maison de transition et envoyait ses maigres paiements de pension alimentaire à Jennifer à temps. Il m'avait écrit une lettre d'excuse, que j'avais lue une fois puis classée. Je ne le détestais plus. Je ne pensais même plus à lui du tout. Mes parents avaient essayé de me contacter plusieurs fois par l'intermédiaire de proches, toujours avec le même message, j'étais têtu. Je devais pardonner et passer à autre chose.
Ne pouvais-je pas voir que je déchirais la famille? Chaque fois, j'ai renvoyé la même réponse par l'intermédiaire de celui qui m'avait contacté, j'avais très bien avancé. Et si la famille s'effondrait, ils devraient peut-être examiner pourquoi. La maison du lac dont ils avaient menacé de me rayer du testament? Ils l'avaient vendue 6 mois auparavant pour couvrir des dettes que je n'avais jamais su qu'ils avaient. Apparemment, ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, maintenant les apparences tout en se noyant secrètement. Sans mon filet de sécurité financière, les prêts d'urgence que j'avais toujours fournis, les cadeaux que j'avais faits, ils avaient finalement touché le fond. Je ne ressentais aucune satisfaction dans leurs difficultés, juste une reconnaissance silencieuse que les choix de chacun avaient des conséquences, y compris les miens. C'est un samedi de novembre que j'ai reçu l'appel qui a tout changé. J'étais à la maison de plage avec Mélissa et 3 autres amis, préparant une petite réunion de Thanksgiving que nous avions prévue. Claire, c'est Jennifer. Papa a eu une crise cardiaque. Il est à Charleston Memorial. J'y suis allé seul, disant à mes amis de continuer à préparer le dîner. L'hôpital était lumineux et stérile, et j'ai trouvé Jennifer dans la salle d'attente de l'unité cardiaque, l'air épuisé. Comment va-t-il? Stable. Ils ont fait une chirurgie d'urgence. Il va s'en sortir. Mais Claire, il te demande. Où est maman? Avec lui maintenant. Elle ne sait pas que je t'ai appelé. Je me suis assise à côté de ma sœur. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne te demande pas de lui pardonner ou de prétendre que tout va bien, mais il a failli mourir ce soir et il a peur. Quoi qu'il ait fait, quoi que maman ait fait, il reste notre père. J'y ai réfléchi, à cet homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait été si fier quand j'étais entré à l'université, qui s'était lentement transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais plus en vieillissant. Quand cette transformation avait-elle commencé? Quand la priorité donnée aux apparences sur l'authenticité était-elle devenue plus importante que le bien-être de sa propre fille? 5 minutes, ai-je dit. Je lui donnerai 5 minutes. Ma mère quittait la pièce au moment où je m'approchais. Elle s'est arrêtée en me voyant, son visage traversant la surprise, la colère, et quelque chose qui aurait pu être la honte. Claire. Maman, tu es venue. Jennifer m'a appelé. Nous nous tenions dans le couloir, 2 femmes qui avaient autrefois été si proches et qui étaient maintenant effectivement des étrangères. Je suis contente que tu sois là, a-t-elle dit finalement. Il a besoin de te voir. Je suis passé devant elle sans répondre. Mon père semblait petit dans le lit d'hôpital, diminué par les fils et les moniteurs. Ses yeux se sont ouverts quand je suis entré, et quelque chose comme un soulagement a traversé son visage. Claire, tu es venue. Je suis venu. Je suis désolé. Sa voix était faible mais claire. Pour tout, de ne pas t'avoir protégé, d'avoir suivi les machinations de ta mère, d'avoir choisi le confort plutôt que de faire ce qui était juste. Je suis désolé. J'ai tiré une chaise et je me suis assise. Pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous laissé maman nous manipuler tous? Parce que c'était plus facile. Parce que lui dire non signifiait un conflit. Et j'ai toujours détesté les conflits. Je me disais que je maintenais la paix, mais en réalité, j'étais juste un lâche. Tu m'as fait du mal, papa, beaucoup de mal. Je sais, et je ne peux pas l'annuler. Mais je peux te dire que te voir t'éloigner, te voir construire une vie sans nous, m'a appris quelque chose. Tu étais plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Tu as choisi l'intégrité plutôt que le confort, et j'aurais dû faire ça il y a des années. Nous avons parlé pendant 20 minutes, et même si cela n'a pas tout réglé, cela a semblé un début. Pas une réconciliation exactement, mais une reconnaissance. Il ne pouvait pas défaire le passé, et je ne pouvais pas l'oublier. Mais peut-être pouvions-nous trouver quelque chose de nouveau sur quoi bâtir. Quand j'ai quitté l'hôpital, ma mère m'attendait dans le couloir. Merci d'être entré, a-t-elle dit sèchement. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais, mais Claire, je dois dire quelque chose. J'avais tort sur tout. J'ai laissé la jalousie et l'insécurité me transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas, et je t'ai fait du mal à cause de cela. Je n'attends pas le pardon, mais j'avais besoin que tu saches que je vois ce que j'ai fait. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui avait dépensé tant d'énergie à contrôler les autres qu'elle s'était perdue. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, vaincue. J'apprécie que tu dises cela, ai-je dit. Mais maman, il faudra plus que des mots. Il faudra du temps, du changement et des efforts constants.
Si tu es prête à faire cela, alors peut-être qu'un jour nous pourrons déterminer à quoi ressemble notre relation. Mais elle ne sera plus jamais ce qu'elle était. Je comprends. Je suis retourné à la maison de plage où mes amis m'attendaient avec de la nourriture chaude et des sourires plus chaleureux. Ils m'ont demandé si j'allais bien, et j'ai réalisé que oui, pas parfaite, pas complètement guérie, mais bien. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis assise seule sur la terrasse et j'ai réfléchi au voyage qui avait commencé quand on m'avait crié dessus dans ma propre maison. J'avais perdu beaucoup, la famille que je pensais avoir, la croyance naïve que le sang signifiait toujours la loyauté, le confort de ne pas faire de vagues. Mais j'avais gagné plus, le respect de soi, de véritables amitiés, une sœur qui devenait enfin quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Et surtout, j'avais acquis la connaissance que je pouvais me défendre et survivre, prospérer. Même Kevin a purgé sa période de libération conditionnelle en travaillant à des emplois au salaire minimum, sa carrière et sa réputation étant irrémédiablement détruites. Sa relation avec ses enfants est restée tendue, limitée à des visites supervisées qui mettaient en lumière tout ce qu'il avait perdu par ses choix. La condamnation pour détournement de fonds le suivait partout, garantissant qu'il ne travaillerait plus jamais dans la finance ou le gouvernement municipal. Il avait vendu tout ce qui avait de la valeur pour payer la restitution, vivant dans un appartement miteux avec des meubles d'occasion, un rappel permanent de sa déchéance. Mes parents ont finalement déménagé dans un petit appartement, leur rêve de retraite brisé par les dettes et la perte du soutien de leurs 2 filles. Ils ont suivi une thérapie sur l'insistance de Jennifer, commençant lentement à comprendre la toxicité qu'ils avaient créée, bien que la relation facile qu'ils avaient autrefois tenue pour acquise ait disparu pour toujours. Quant à moi, j'ai appris que parfois, la vengeance la plus forte ne réside pas dans la destruction. Elle réside dans la construction de quelque chose de beau sur les ruines qu'ils ont essayé de créer. J'avais entrepris de donner une leçon à Kevin sur le respect et les limites. Mais au final, j'avais appris la plus grande leçon moi-même, que ma valeur n'était pas déterminée par la façon dont j'étais traité, mais par la façon dont je choisissais de réagir. En repensant à ce moment où Kevin m'avait crié de quitter ma propre maison, je pouvais le voir pour ce qu'il était vraiment. Non pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une vie où je me mettais enfin en premier.